sujet d'aujourd'hui. C'est pas une surprise pour personne ici quand je dis que la voix des jeunes dans le mouvement climatique, elle est essentielle. Les étudiants et les étudiantes sont tous conscients de l'urgence climatique et sont tous désireux d'aider d'une manière qui n'a jamais été vue dans les générations précédentes. Et puis ça, c'est normal parce qu'en fin de compte, c'est leur avenir qui est en jeu et c'est leur chance de réimaginer leur avenir collectif en créant vraiment le changement que ils et elles recherchent. Donc, c'est pourquoi nous, on se doit de leur donner un siège à la table, leur ouvrir des portes, mais aussi leur donner une plateforme où ils peuvent, en fait, défendre leurs droits. Donc, pour les étudiants, ça commence souvent dans leurs écoles. Les institutions académiques ont un devoir, en tant que formateurs chargés de nous préparer pour notre avenir, de donner l'appui nécessaire et les moyens pour que les étudiants se sentent en mesure de se mobiliser, mais aussi de prendre part aux discussions qui détermineront leur avenir. Donc, l'éducation postsecondaire, c'est en fait vraiment un moment où les opportunités de s'engager, d'expérimenter la vie associative ou encore déguiser son sens du militantisme sont nombreuses. Puis ces opportunités-là, bien, elles contribuent vraiment à autonomiser les étudiants dans leur mobilisation actuelle et future pour une transition écologique juste. Donc, il y a évidemment différents groupes ou institutions qui visent aussi à soutenir les étudiants dans leurs ambitions de changer les choses. Donc, les questions telles que quels sont ces espaces de mobilisation qui émergent pendant les études collégiales et universitaires et comment ceux-ci pourraient-ils être favorisés et soutenus davantage? Ben, en fait, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je demanderai aux panélistes de se présenter rapidement à tour de rôle. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec nos trois étudiants. Donc, peut-être, Samia, est-ce que tu aimerais partir le bal et te présenter? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Samia. Je suis actuellement candidate à la maîtrise en droit international. Suite à mes cours de maîtrise, j'ai eu la chance d'aller à la COP25, donc tout de suite avant la COVID. Et je pense que c'est un peu ça qui a commencé mon militantisme plus actif en ce qui a trait surtout dans mon cas aux migrations climatiques. Donc, c'est surtout ça mon cheval de bataille. Et je suis également avocate en droit de l'immigration et actuellement stagiaire au HCR à Montréal. Bonjour. Merci, Samia. Peut-être, Lilou, est-ce que tu veux y aller? Ouais. Salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Lilou. Je suis dans ma dernière session d'un bac en communication politique à l'UDM. Et je suis aussi cofondatrice et membre de l'Ecotech, qui est un regroupement étudiant initialement à l'UDM. Mais en fait, on a vraiment des étudiants de plusieurs universités à Montréal. Et le but de notre regroupement étudiant, c'est de militer pour la justice climatique à travers des projets qui sont participatifs et collaboratifs. Puis on essaye comme ça de favoriser l'implication étudiante à travers l'art, l'éducation, puis les actions directes militantes. C'est ça. Super, Albert, vas-y. Bonjour tout le monde, merci, je suis heureux d'être ici. J'utilise le pronom il. Moi, j'ai commencé mon militantisme avec Pour le futur Montréal, donc les vendredis pour la justice climatique. Au secondaire, je suis un membre fondateur de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, qui est dans le fond l'union des groupes là, qui ont organisé les manifestations et les grèves du 15 mars 2019, du 27 septembre 2019, plus récemment aussi du 24 septembre. Je suis également consultant en mobilisation à la Fondation David Suzuki. Super, merci beaucoup Albert. On veut peut-être y aller avec nos trois autres panélistes. On a deux Pierre aujourd'hui, donc je vais vous appeler peut-être Pierre C et Pierre L. Donc, et puis François également. Donc François, peut-être qui tu peux commencer par te présenter. Bien, salut tout le monde, moi c'est François, je suis conseiller en environnement au Collège Annecy. Puis je résumerai mon travail là, avec deux choses principalement. La première, ben, c'est tout ce qui concerne la gestion environnementale de l'institution, bilan carbone, analyse de transport, mobilité durable, approvisionnement responsable, vraiment engager l'institution dans une démarche en matière d'éco-responsabilité. Puis l'autre aspect qui est selon moi vraiment important pour la discussion d'aujourd'hui, c'est l'éducation relative à l'environnement. Fait que vraiment, là, intégrer des notions en environnement dans le cadre des programmes, des cours, dans les activités parascolaires, dans les projets périscolaires. Donc, je vais revenir avec ces termes-là plus tard, là, mais voilà ce que je fais. Parfait, merci beaucoup. Pierre Cossette, peut-être, pour le prochain, et puis ensuite on ira avec Pierre L. Oui, bonjour, Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke. J'ai été invité par certains membres de mon institution à participer à ce panel que je trouvais fort intéressant. Je suis médecin de formation, depuis que je suis recteur de l'université, j'étais déjà intéressé au changement climatique, au développement durable avant, mais
j'ai plongé dedans beaucoup. On fait beaucoup d'actions. Ça va me faire plaisir d'y revenir, mais plus on avance dans le temps et plus j'approfondis ma connaissance, plus je réalise l'importance des mots urgence climatique et le vrai sens des deux mots qu'il faut mettre ensemble. Donc voilà, je m'arrêterai là. Oui, vous pouvez y aller, Pierre. Oui, bonjour. Donc, Pierre Lemay, je suis adjoint au vice-recteur aux affaires externes, internationales et santé à l'Université Laval. Donc, moi, j'ai le privilège de coordonner notre démarche institutionnelle de développement durable depuis 2007. Donc, c'est une démarche qui touche tous nos 60 000 membres de notre communauté universitaire. Je suis bien content d'être avec vous cet après-midi. Super. Ben, merci beaucoup à tous nos panélistes de s'être présentés. On a vraiment un beau groupe aujourd'hui qui nous permettra réellement d'en apprendre plus sur le mouvement climatique étudiant. Alors, sans plus tarder, commençons avec les questions. Alors, ma première question s'adresse à nos trois étudiants, Albert, Lilou et Samia. Donc, comme première question, en fait, on voulait vraiment explorer quel est l'élément déclencheur de votre engagement envers la lutte contre les changements climatiques et comment votre parcours d'engagement est lié à votre parcours d'études postsecondaires. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec Albert cette fois-ci. Oui, donc je débute mon bac. Mon expérience est moins liée à mon parcours postsecondaire, mais je crois que ça a toujours été un peu en trame de fond de la manière dont je me projette dans le monde, c'est-à-dire que j'avais 5 ans, je pense que j'ai annoncé à mes parents, j'étais comme « Ah ouais, le Père Noël, dans le fond, c'est n'importe quoi parce que là, en tout cas, si il habite au pôle Nord, le pôle Nord, c'est la banquise. Si la banquise est en train de fondre, puis là, personne n'en parle. Fait qu'en tout cas, je trouvais que ça n'avait pas trop de sens. Fait que ma conclusion, c'était que le Père Noël n'existait pas. C'est comme ça que j'ai approché mes parents. Donc, je pense qu'en tout cas, ça s'est répercuté dans mon engagement dès le primaire. Je faisais du produit nettoyant écologique pour tous les pupitres de mon école. Évidemment, j'étais dans une école alternative. Donc, je pense que avoir ces espaces-là de liberté puis que cet engagement-là soit reçu favorablement, ça m'a énormément aidé. Ensuite, au secondaire, je pense que ça a été beaucoup d'années à lutter contre une bureaucratie extrêmement lourde, des administrations qui ont une culture où chaque acte d'autonomisation aussi des communautés étudiantes est souvent perçu comme un potentiel, comme recelant un potentiel de perte de contrôle. Donc, vraiment, c'était complexe. Puis je pense que c'est beaucoup en réponse à l'inertie de nos administrations scolaires là, qu'on s'est mobilisé d'une manière qui était plutôt dans la désobéissance avec les vendredis pour le futur, puis l'idée de vraiment... l'idée de prendre un moment de pause, l'idée de refuser un peu ce que le système nous imposait. Puis je pense que, en tout cas, c'était à très petite échelle, mais dans notre monde à nous, c'était vraiment un acte de refus de ce qui nous était imposé. Puis je pense que c'est beaucoup dans ces actions-là, plutôt dans la perturbation que je vois du pouvoir aujourd'hui. Puis c'est là-dessus que je me concentre. Merci beaucoup, Albert. Peut-être Samia, on pourrait y aller avec toi. C'est tellement une belle histoire, là, le Père Noël. On n'a pas eu la même enfance. Moi, je viens du Maroc et honnêtement, je dirais que c'est un pays où est-ce que les changements climatiques, c'est pas nécessairement la première urgence en ce moment. Donc, j'ai commencé à entendre parler d'environnement et de changement climatique, de développement durable vraiment en arrivant au Canada, au Québec. Je pense que tous les jours, les Marocains, puis dans d'autres pays aussi, des gens posent des actions qui sont liées au changement climatique, mais ils et elles ne s'en rendent pas compte nécessairement. C'est juste des gestes qu'ils posent parce que c'est des moyens de survivre. Mais moi, je dirais que c'est vraiment très différent mon parcours. J'ai fait des études de droit parce que je suis quelqu'un qui a toujours été assoiffé, si on peut dire, de justice sociale. Et c'est vraiment en explorant justement la question des migrations climatiques par intérêt, parce que j'ai toujours eu de l'intérêt pour la question migratoire, étant moi-même issue de l'immigration, que j'ai réalisé à quel point c'était grave. Tu sais, ce qui se passait en ce moment, c'était très important, c'était très problématique, puis ça allait être ça qui allait sûrement pour le reste de ma vie, ça allait être les changements climatiques, le sujet qui allait être le plus important, puis pour lequel on devait se battre et se mobiliser en tant que jeunes, mais je pense que toute la population mondiale
devraient se mobiliser de manière plus importante pour lutter contre les changements climatiques. Donc, moi, je dirais que c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment tout mon secondaire et mon cégep. Je me suis impliquée avec Amnesty International, avec différents groupes et associations plus militantes, étudiantes. Et après mon bac en droit, j'ai commencé la maîtrise en droit international, qui était très générale. J'avais pas de sujet de mémoire spécifique ou quoi que ce soit. Puis, avec des amis, dans le cadre de ma maîtrise, notamment Gaïa, qui a présenté ce panel au début, on a décidé de s'inscrire dans un cours à l'UDS, à l'Université de Sherbrooke, pour participer à la COP25. Et c'est là que j'ai vraiment, je pense, accroché de manière plus importante à la question climatique. Et j'ai été observatrice, en fait, à la COP. Je ne participais pas aux négociations. Et c'est ça, c'était vraiment de réaliser l'importance et l'urgence d'agir pour la question des migrations climatiques, parce que, puis ça c'est peut-être juste une précision que je vais rajouter, mais souvent dans le jargon, puis dans la vie de tous les jours, on parle de réfugiés climatiques, de réfugiés, mais c'est incorrect parce que en date d'aujourd'hui, on ne parle pas encore de réfugiés climatiques parce qu'ils ne sont pas couverts par la Convention des réfugiés. Donc, c'est notamment cette question que je me suis intéressée. Puis, j'espère que dans les années futures, puis très prochainement, on va pouvoir trouver une solution à ce flou juridique qui concerne les migrantes et les migrants climatiques. Donc, voilà. Merci. La parole est à toi, Lilou. Merci. Moi, j'avoue que c'est un petit peu une sorte de réaction en chaîne, mon engagement étudiant qui a mené à m'impliquer dans la lutte environnementale. En fait, quand je suis arrivée à Montréal, j'y connaissais vraiment pas grand-chose en environnement, mais j'avais été vraiment comme sensibilisée à la protection de l'environnement puisque j'ai grandi sur une île, à l'île de la Réunion, où une grande partie de l'île, c'est comme une réserve naturelle. Donc, je sais pas pourquoi, ça me parlait l'environnement, puis j'ai voulu m'impliquer dans l'université parce que je me suis dit que ça allait être un bon moyen de vraiment d'agrémenter comme mon parcours scolaire. Puis après, je me suis rendu compte qu'en fait, l'environnement, j'y connaissais rien du tout et que c'était beaucoup plus que de la protection de la biodiversité. Et avec mes colocs, on s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait absolument aucune association à un niveau politique à l'UDM pour l'environnement. Et puis nous, on était en sciences politiques, donc c'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc, on est allé chez Greenpeace, on est allé toquer à la porte des bureaux de Greenpeace, parce qu'on habitait à côté à ce moment-là. Et puis, on a monté un groupe local de Greenpeace à l'Université de Montréal. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu à s'investir. Et puis, de là, on en a appris vraiment énormément. Puis, je me suis rendu compte justement que c'était pas du tout ce que je pensais. Et que c'était vraiment... je me suis prise vraiment de passion pour les enjeux environnementaux, comme tu disais aussi, la question de l'éducation relative à l'environnement, etc. Puis après, il y a eu la pandémie. Donc, on a arrêté un petit peu. Et en septembre 2020, on a rencontré un étudiant qui était dans la SEV, donc la Coalition pour un virage environnemental et social, donc Quentin Lehmann. Et la SEV à l'UDM avait été aussi un petit peu arrêtée par la pandémie. Donc, il voulait commencer à s'impliquer avec le groupe local de Greenpeace. Et donc, on a parlé un petit peu avec lui. Et au final, on s'est éloigné de Greenpeace. On est devenu beaucoup plus indépendant. Et comme c'était pendant le confinement et qu'on devait monter des projets sans que ça puisse être en présentiel, on a commencé à monter tout un pan de projets numériques, de projets virtuels qui étaient totalement participatifs pour que tous les étudiants qui s'ennuient pendant le confinement, qui pensent que ça ne sert plus à rien de militer, mais qui avaient quand même envie d'essayer de changer les choses depuis leur salon, puissent quand même participer aussi. Donc, on a monté l'écotech. Et puis, comme on était tous en sciences politiques ou en communication politique, on a commencé vraiment à aborder l'environnement dans l'écotech via la question étudiante et via les questions de relations de pouvoir, de justice climatique dans l'enjeu environnemental, etc. Donc, bref, ça a commencé à prendre vraiment beaucoup de place dans mon parcours scolaire. Je pense que pendant toute l'année de confinement, j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler pour l'écotech qu'à travailler mes cours. Et donc, voilà. Puis sinon, c'est comme ça que je suis arrivée à m'engager. Puis l'engagement a fini par faire encore plus d'engagement. Puis c'est ça. Donc au final, je ne sais plus vraiment si je vais en cours ou si je vais en cours pour m'engager. Mais bon, c'est ça. C'est quand même vraiment le fun. Super. Ben, merci à vous trois. C'est vraiment super intéressant
de voir à quel point vos parcours sont différents, puis qu'est-ce qui peut vraiment nous mener à la mobilisation. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ça. En fait, je vais y aller avec la deuxième question qui s'adresse plutôt à nos trois autres panélistes, donc François et nos deux Pierre. Donc, pour vous, j'ai la question, quelle initiative mettez-vous en place au sein de vos organisations pour initier et inciter un engagement des jeunes pour l'environnement et ou le climat, comme celui de Lilou, Samia et Albert ont développé, mais chez des étudiants qui n'auraient pas nécessairement eu cette étincelle d'engagement? Donc, on peut peut-être commencer avec Pierre Cossette, puis ensuite François et Pierre Lemay. Ben, ça fait très plaisir d'embarquer dans la discussion, en fait, parce que en dessous de ça, l'important, c'est de réaliser que les étudiantes viennent à l'université pour beaucoup plus qu'apprendre leurs cours disciplinaires. Là. Évidemment, on développe une identité professionnelle, puis il y a des populations très variées d'étudiantes et d'étudiants. Là, entre une personne qui arrive à 19 ans pour faire un bac en enseignement primaire préscolaire ou en sciences infirmières versus quelqu'un qui vient faire un certificat ou un diplôme de deuxième cycle qui revient. C'est toutes des réalités différentes. Mais au-delà de ça, on vient à l'université pour deux grandes raisons, c'est les compétences disciplinaires, mais l'expérience étudiante qui va être très, très importante. D'ailleurs, c'est ce qui nous a le plus cruellement manqué pendant la COVID, le deuxième volet. Puis je ne dis pas que le premier était toujours parfait, mais le deuxième a vraiment cruellement manqué. Et c'est pour ça que nous, à l'Université de Sherbrooke notamment, on a travaillé très, très fort pour essayer de maintenir au minimum, puis le plus possible, des accidents de présence. Mais c'est dans ce contexte-là que pour moi, la mobilisation, puis, en fait, il y a ce que l'université offre, mais le plus important, c'est d'offrir un terreau fertile pour que les étudiants et étudiantes puissent exprimer leur intérêt. Parce que ce n'est pas le recteur qui va dire à la FEUS ou au REMDUS, une association, faites ci ou faites ça. Mais ce qui est important, c'est de soutenir les initiatives, de les aider dans la mesure où c'est notre prérogative de le faire, de ne pas les instrumentaliser, en fait, quoique parfois, ça fait vraiment bien notre affaire, certains trucs qui sont faits, mais il y a quand même des endroits où on veut créer de l'interaction. Puis je veux donner certains niveaux différents, là, mais de base, pour nous, l'engagement étudiant, ça fait partie de l'expérience universitaire. C'est très, très riche. Puis ça enrichit beaucoup l'université. Ça l'enrichit pour l'institution elle-même, mais ça l'enrichit pour l'expérience de toutes les autres étudiantes et étudiants qui en bénéficient. Ceux qui s'impliquent moins en bénéficient quand même. Et pour moi, ça, c'est vraiment un truc très important. Pour ce qui est, si on regarde spécifiquement les changements climatiques, bien là, premièrement, c'est nos étudiantes et étudiants qui demandent. OK? Et puis ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, on est là d'abord et avant tout en appui. J'étais vraiment content d'entendre Samia parler du cours autour de la COP 25 et tout ça, mais c'est des initiatives qui viennent de certains professeurs hyper engagés puis d'étudiantes et d'étudiants qui disent, bien, hey, nous, on a le goût de faire de quoi? Fait que là, moi, comme direction universitaire, là, le mot d'ordre, c'est on appuie ces choses-là, OK? Alors, dans la mesure du possible, évidemment, là, il n'y a personne qui a une baguette magique, là, puis on n'est pas au pays des licornes, mais au contraire, justement, quand on est très pragmatique, on se dit que les éléments de climat, c'est le temps de s'en occuper maintenant. Donc, moi, le rôle d'une direction, c'est vraiment d'appuyer ça, de donner un espace de liberté, mais aussi, vous excuserez le mot, mais j'utilise parfois mes étudiantes et étudiants, là, donc sur mes comités d'investissement. Quand on met des étudiants, c'est drôle, mais le recteur peut demander quelque chose dans un fonds de retraite, mais quand ça vient des étudiants, c'est pas mal plus fort. C'est pas une question. Chacun a droit à son opinion, là. L'idée, c'est pas de téléguider les opinions, mais pour moi, c'est très, très utile comme recteur qui veut faire avancer sa communauté, d'avoir des étudiants super conscientisés. Donc, tout ce volet-là d'engagement étudiant, c'est vraiment très, très important. Puis l'autre volet qui va être très important, sur lequel on va accélérer beaucoup dans les prochaines années, c'est l'éco-citoyenneté dans tous nos programmes à grade. Je pourrais y revenir, mais ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai le bonheur ou le malheur d'avoir été réélu recteur pour jusqu'en 2025 la semaine dernière, mais dans mon programme, il y a l'éco-citoyenneté dans tous les programmes à grade de l'Université de Sherbrooke. Ce n'est pas la même chose qui est pertinent en médecine qu'en écologie. Ce n'est pas la même chose qui est pertinent en travail social qu'en éducation, mais c'est pertinent partout, surtout quand on utilise le cadre des 17 ODD de l'ONU, qui est très large, qui est une vision globale du développement durable. Et là, je pense que ça fait partie de la mission de l'enseignement supérieur d'intégrer ces compétences, quelques connaissances, certaines compétences dans tous nos programmes à grade. Pour moi, ça, c'est quelque chose où on peut vraiment faire la différence. C'est là que l'effet multiplicateur de l'enseignement, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, en fait, parce que pour moi, l'effet multiplicateur de l'enseignement supérieur dans les ODD, c'est le numéro 4 de l'éducation. C'est peut-être le plus puissant parce qu'on a vraiment besoin que les gens se mobilisent. Il ne faut pas que ce soit un happy few, il faut que ce soit vraiment
beaucoup de monde qui sont tous des catalyseurs dans leur milieu. Donc, je vais m'arrêter là, mais pour moi, le rôle de l'enseignement supérieur est extrêmement important à l'heure actuelle. Oui, merci beaucoup. François, on peut continuer avec toi. Certainement, M. Cossette, je pense qu'on va être d'accord sur plusieurs points aujourd'hui. Moi, je vais dire deux choses là, par rapport à l'étincelle des personnes qui ne sont pas déjà là, des convaincus, parce que c'est la question à 100 pièces finalement. C'est le pourquoi je suis là, dans le fond, là, au Collège Annecy. Moi, je dirais vraiment la curiosité et l'intérêt pratico-pratique des étudiants et des étudiantes. Puis je dirais, l'autre chose que je dirais, là, c'est le contact avec la nature, je trouve, qui est un bon prétexte, en fait. Là, je vais juste reculer un petit peu en arrière pour dire que finalement, dans la mission même des institutions collégiales, il y a toute la question de former à la citoyenneté. Là, ça revient, là, ça sous-tend toute la formation collégiale. Et en fait, c'est un moment où justement, on va se définir. Les personnes là, sortent la majorité du temps du secondaire. On commence à s'organiser soi-même, on s'éveille à toutes sortes de choses, on s'organise collectivement. Et puis, ce n'est pas banal, je pense, les choses qui se passent chez nous au collégial. Et on est capable justement de faire un paquet de tests. Moi, j'aime bien dire que le collégial, c'est un monde de possibilités. À l'université, oui, c'est certain, mais on peut vraiment aller très loin. Puis je pense qu'au collège, en fait, on est comme un microcosme de la société. On est comme un banc d'essai pour un paquet d'affaires, autant au niveau pratique qu'au niveau militant, qu'au niveau organisation collective. Fait que là, je vais aller sur des choses un petit peu plus concrètes. Ce qu'on essaie de mettre en place pour ça, pour accrocher les gens au niveau de leur intérêt pratique, ben, c'est des projets purs et simples qui se font un petit peu partout et qui visent à transformer concrètement le milieu de vie dans lequel les étudiants et les étudiantes évoluent. Par exemple, on va faire une production de semis, redistribuer des semis à la communauté, aménager un potager collectif. Mais à travers tout ça, c'est clair qu'on apprend des notions pratiques là, au niveau du jardinage, qui sont plus de l'ordre du parascolaire, du loisir et tout ça. Mais à travers tout ça, il y a vraiment l'apprentissage de s'organiser collectivement pour arriver à transformer son milieu. Donc, à partir de là, on va former un groupe d'étudiants et d'étudiantes et on va se questionner sur il est situé où notre potager, comment est-ce qu'il y a un impact au niveau de la biodiversité, au niveau du verdissement, au niveau de ce qu'il apporte, à quel type d'étudiants s'impliquent là-dedans. Et ensuite, comment on est capable ensemble d'avoir des orientations communes et peut-être d'aller s'impliquer sur un comité institutionnel pour dire hey, le verdissement, ce projet-là est important pour nous et on aimerait ça le développer davantage, obtenir un budget supplémentaire. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, je trouve, avec ça, c'est de dire ah non, OK, à partir d'un intérêt particulier, on est capable de s'organiser en collectif pour amener des changements dans notre milieu de vie qui sont concrets, qui sont beaucoup plus gros. Puis je pense qu'ensuite, en fait, j'ose espérer, j'ai l'ambition de croire que les étudiants et étudiantes ensuite vont grandir avec cette compréhension de la manière qu'on peut justement aller de l'avant avec tout ça. L'autre chose que je tiens à dire, c'est le contact avec la nature. Ça paraît simple, mais c'est bien documenté. Il y a un déficit nature en ce moment là, qui est observable là, chez les plus jeunes et particulièrement en milieu urbain, là, évidemment. Et puis, encore plus particulièrement dans certains secteurs des villes, là, des différents milieux urbains. Donc, encore là, il y a une question d'inégalité et tout ça. Et ça peut paraître simple, mais des fois, je trouve que les problématiques environnementales sont résumées à des problèmes de gestion pure et simple. Et j'essaye, dans le cadre de mon travail, de sortir de ça pour essayer de ramener une vision plus grounded par rapport, tu sais, c'est pas de l'ésotérisme. Et d'ailleurs, tu sais, il y a une reconnaissance territoriale en début de discussion et c'est des choses qui sont bien documentées dans des savoirs traditionnels de communautés autochtones d'ailleurs, qu'on a un lien, qu'on a on retire quelque chose en fait de notre environnement
Et c'est important de revenir en communion avec et avec l'environnement, excusez-moi. Et puis, l'aspect, je pense que c'est important de le mettre de l'avant parce qu'en fait, il y a peut-être un bris dans la relation qu'on a parfois avec l'environnement, la manière de le concevoir. Là, c'est sûr que c'est plus macro, mais selon moi, c'est essentiel de mettre ça de l'avant et d'assurer l'accessibilité à des espaces de qualité conviviaux, des milieux naturels, s'attarder à ces choses-là, particulièrement en milieu urbain. Donc, on essaie vraiment de développer cet aspect-là et je pense que ça peut servir d'étincelle pour aller plus loin, pour aller chercher des gens qui ne pensaient pas qui étaient finalement des environnementalistes, des écologistes, mais qu'ils vont le devenir au fur et à mesure que le parcours se développe. Et après une session ou deux, ben, finalement, là, sont rendus à un autre niveau à l'association étudiante, dans des organisations plus militantes, dans des organisations plus structurées. Donc, à travers tout ça, je pense que ça lui fait grandir. J'ose espérer. Merci beaucoup, François. C'était super intéressant. Donc, on va y aller avec notre deuxième pierre. Oui. Donc, ben, moi, j'appuie ce que M. Cossette et François ont mentionné. Donc, tu sais, dans le fond, fondamentalement, les universités puis les collèges, dans le fond, notre mission universitaire, c'est d'acquérir et transférer des connaissances pour le mieux-être de la société. Hein. Donc, quand tu la ramènes à une expression plus simple, là, donc en matière d'action climatique ou de danger pour le climat, on peut le voir aussi. Moi, je pense que, tu sais, si je peux vous parler de l'expérience de l'Université Laval, je pense beaucoup qu'il faut travailler à une façon de faire, une façon d'être en matière de développement durable, en matière d'enjeux climatiques. Donc, moi, je vais vous parler beaucoup d'enjeux de culture. Donc, culture du développement durable, culture de la mobilisation pour le climat. Comment on peut y arriver? Comment on peut le faire? Donc, nous, on pense qu'il faut que les institutions d'enseignement ont une responsabilité d'inspirer. Par exemple, à l'Université Laval, il y a plusieurs années, on a décidé d'être une université carboneutre pour nos émissions directes. Ce n'est pas facile, mais on a fait un statement pour le faire. Je pense aussi qu'il faut se donner des obligations. Donc, M. Cossette parlait de l'éco-citoyenneté dans les programmes de grade. Nous aussi, on a fait quelque chose qui est relativement similaire dans notre règlement des études pour les programmes de baccalauréat. Donc, d'obliger les programmes à initier les étudiants aux enjeux de développement durable. Évidemment, comme M. Cossette le mentionnait, c'est différent, c'est en philosophie ou en actuariat, mais il y a une manière de le faire et de le vivre aussi. Je pense qu'il faut appuyer le leadership étudiant dans plusieurs formes de projets. Par exemple, nos associations de campus ont travaillé très fort pendant plusieurs années à préparer un projet de laissez-passer universitaire de transport pour la région de Québec, pour les étudiants. Donc, avoir accès au transport en commun, donc moyennant un montant sur leur facture de frais de scolarité. Donc, ça a pris plusieurs années. On essaie d'être un facilitateur entre les assos étudiantes et aussi les sociétés de transport, puis nous, dans notre mécanique universitaire, comment on pouvait les appuyer pour le faire. Je pense qu'il faut mettre en valeur puis valoriser aussi les initiatives étudiantes. Donc, comment qu'on offre des plateformes, des approches, comment qu'on peut favoriser les échanges, les connexions entre les étudiantes et les étudiants pour favoriser l'émergence de projets. Donc, on a lancé, il y a 2 ans, par exemple, UNICE, le réseau international étudiant pour le climat. Donc, c'est comment qu'on met en contact des étudiants d'ici et d'ailleurs ensemble pour avoir une meilleure portée en matière d'action climatique. Je pense qu'il faut écouter, dialoguer, faire place aussi, donc aux étudiants dans nos instances. Par exemple, nous, on a une table de concertation au développement durable depuis 2007. Donc, on a présentement 5 étudiants sur notre vingtaine de représentants universitaires, donc, qui sont les représentants de leurs collègues étudiants qui dialoguent avec nous. Il faut être capable d'écouter aussi quand on a une frange un peu plus militante qui vient nous jaser ou qui nous pose des questions. Il faut être capable d'accepter cette critique-là puis de le faire de manière constructive. Par exemple, on a eu des bons échanges il y a plusieurs années avec la Planète Saint-Vite à l'université ou le groupe de désinvestissement d'énergie fossile. Donc, ça nous a amené à réfléchir, on devrait être plus actif en matière, par exemple, d'investissement responsable, d'empreinte carbone de nos placements. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, le dialogue amène souvent cet aspect-là. Donc,
c'est des exemples, mais je pense que je répète en résumé, je pense que c'est beaucoup dans notre façon d'être, dans notre approche qu'on a envers les étudiantes et les étudiants, puis c'est l'ouverture aussi, donc pour cet appui-là. Voilà. Merci beaucoup. C'était tous vraiment des points super intéressants. Tu sais, pour faire un petit résumé, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se concentrent sur donner le terrain pour que les étudiants puissent s'exprimer, vraiment appuyer le leadership étudiant, mais aussi, comme vous venez de mentionner, Pierre Lemay, mais vraiment tout ce qui est la façon d'être, puis inspirer les étudiants aussi à prendre part à ce genre d'initiative, mais également tout ce qui est sur le terrain, sur le concret, donc transformer le milieu de vie, qui est vraiment aussi un aspect vraiment intéressant que j'ai trouvé. Donc, je pense que Lilou, tu aimerais peut-être rebondir sur un de ces commentaires. Oui, oui, j'aimerais bien rebondir. Déjà, oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Et Francis, j'ai entendu que tu parlais de curiosité, de contact avec la nature. Et j'aimerais bien rajouter aussi de contact avec les autres. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, donc, comme l'émergence de cette étincelle étudiante, la capacité des étudiants eux-mêmes à faire émerger cette étincelle avec les autres étudiants, parce que c'est aussi du contact, tout ce qui est engagement étudiant, etc. Et en fait, je pense que les associations étudiantes, les autres étudiants, les étudiants qui sont déjà engagés, devraient aussi essayer d'ouvrir cette porte vers l'engagement étudiant environnemental aux autres étudiants et de le faire. Il y a vraiment plein de manières de le faire, j'ai l'impression, mais surtout par rapport à des projets qui sont comme ça a été dit aussi, des projets qui sont vraiment concrets, où les étudiants ils peuvent voir qu'ils font un changement, mais aussi par rapport aux autres disciplines, de les emmener vers l'environnement à travers des disciplines qui, après abord, ne seraient pas reliées à l'environnement. Puis nous, par exemple, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, l'interdisciplinarité, on pense que c'est vraiment important dans l'engagement étudiant pour justement faire des gens qui ne se considéreraient pas comme des environnementalistes, des environnementalistes au fond, parce que tout peut être relié à la question environnementale. Donc, par exemple, on a des podcasts qui sont participatifs où chaque étudiant peut participer, où on demande aux étudiants de parler de leur domaine d'études ou de quelque chose qui les passionne, puis d'essayer de le relier à l'environnement d'une manière ou d'une autre. Et souvent, ça a déclenché chez ces étudiants-là qui, à la base, voulaient juste parler de leur passion à eux, un engagement environnemental ensuite. Ou, par exemple, on a une exposition virtuelle artistique. Et là, pareil, à travers l'art, aborder la question environnementale, ça a donné à beaucoup d'étudiants aussi l'envie de s'engager ensuite dans des organisations plus militantes. Et par rapport aux projets concrets, en ce moment, on a une campagne de désinvestissement de l'UDM. Et comme monsieur le recteur disait, ça peut vraiment aider les étudiants à s'engager parce que oui, c'est à l'échelle d'une université et de prime abord, on voit le lien direct avec l'environnement, mais ça ne va pas être des engagements dans des grandes organisations militantes qui vont être plus à l'échelle d'une ville ou à l'échelle nationale, mais c'est une porte d'entrée. Puis je pense que ça, les autres étudiants qui sont déjà engagés ont vraiment la capacité aussi d'amener cette étincelle en montrant à tout le monde que l'environnement, c'est pas juste un domaine et c'est vraiment une question très transversale. Et je pense que c'est ça, il faut surtout, enfin nous en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, montrer aux étudiants que c'est possible de s'engager de n'importe quelle manière et il y en a forcément une qui correspond à ce que toi, en tant qu'étudiant, tu cherches. Donc voilà. Puis aussi peut-être donner l'autonomie, c'est aussi ce qu'on disait par rapport aux institutions, les terrains fertiles d'engagement, c'est donner l'autonomie aux élèves parce que j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas forcément besoin d'être encadré par des institutions. Donc c'est ce que la SEV elle a montré aussi en comme créant les propres groupes de militantisme, mais juste d'avoir une certaine autonomie et de pouvoir créer des projets et avoir la reconnaissance aussi de pouvoir les créer avec d'autres étudiants sans forcément être mis dans une allée puis de se dire ok je marche juste vers là parce que c'est là qu'on m'a dit d'aller. Donc voilà, c'est juste que je voulais rajouter le rôle des étudiants eux-mêmes là-dedans. Oui, merci Lilou, c'était vraiment un ajout super important. Puis tu as déjà commencé un peu à parler d'une question qu'on va poser un peu plus tard, donc c'est parfait, tu mets la place pour les prochaines questions. Donc, justement, la prochaine question, ça serait pour vous, en fait, les trois étudiants, qui est Albert, Samia et Lilou. Donc, est-ce qu'il y a eu, dans votre parcours d'engagement personnel, des facteurs d'accélération ou des freins liés directement à vos études? Donc, par exemple, est-ce qu'il y a eu des projets ou des travaux dans le cadre d'un cours qui ont été marquants? Est-ce qu'il y en a qui ont fait cheminer votre engagement ou qui ont permis d'y donner de la place?
Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des situations qui ont eu pour effet de limiter votre engagement, d'avoir moins d'espace à lui donner? Donc, voilà, est-ce qu'il vraiment il y a eu des facteurs d'accélération ou des freins liés directement à vos études dans votre parcours d'engagement personnel? Donc, on peut peut-être commencer avec Albert, puis ensuite Lilou et Samia. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a des travaux devant chez moi. En tout cas, ma maison est entourée par un chantier de construction. Mais donc, je commencerai peut-être par parler rapidement des freins. Je pense que d'abord, la condition d'être une personne étudiante, de devoir payer des frais de scolarité, de devoir travailler pour payer un loyer, remplir mon frigo, tout ça, clairement, c'est compliqué. Puis c'est toujours une espèce d'équilibre vraiment. La ligne est vraiment fine parce que là, on veut partir dans des grosses mobilisations de grève. Puis là, en tout cas, c'est juste que la seule porte de sortie, c'est de travailler 80 heures semaine. Mais encore là, c'est pas nécessairement viable. Donc, je pense que en tout cas, le burn-out militant est un phénomène qui est extrêmement dommageable, qui fait en sorte que les gens s'impliquent dans les mouvements, souvent corps et âme, pendant quelques mois, ensuite vont partir rapidement, mais ça fait en sorte qu'il y a toujours une espèce de renouvellement sans fin au niveau des rôles de leadership. Ça fait qu'il y a une transmission des savoirs qui ne s'effectue pas de la bonne manière. Il y a eu énormément, je veux dire, on parle d'un gros mouvement de jeunes qui a quand même changé un peu le paysage en environnement dans les 3 dernières années. Mais il y a eu un roulement vraiment très, très grand. Ça fait en sorte qu'on revient toujours un peu à la case départ, c'est-à-dire qu'on revient toujours un peu constamment à cette idée que, bon, l'environnement, c'est une question technique de GES, blablabla. Il faut des voitures électriques, etc. Parce que je pense que c'est la vision dominante, c'est ce qui est le plus représenté dans les médias, mais c'est difficile d'évoluer collectivement en tant que collectivité militante vers une vision, je pense, qui est beaucoup plus systémique, qui est beaucoup plus englobante, c'est-à-dire de constater, puis de vraiment bâtir aussi les solidarités. En tout cas, c'est juste que c'est une réalité qui complique la construction de solidarité avec d'autres luttes, parce que je pense que ce qui est fondamental de comprendre, c'est aussi que, ben, on parle de c'est le même système qui privilégie, en tout cas, je veux dire, on parle de capitalisme, ça repose sur le concept de croissance économique, mais au final, on n'a jamais réussi à découpler, à séparer la courbe de la croissance des émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas, on a réussi à stabiliser les émissions tout en maintenant une croissance économique, mais en tout cas, je pense qu'il y a des enjeux de réalisme par rapport au maintien d'une croissance économique tout en réduisant les émissions dans la mesure drastique où on en a besoin. Donc, de constater que d'une part, ben, c'est ce système-là qui privilégie le profit privé, qui met les GES dans l'atmosphère, mais que c'est aussi un système qui repose sur le fait de l'exploitation des gens, sur le fait d'avoir des marges de bénéfices générées à partir du travail de la main-d'œuvre. Donc, je pense que c'est de réaliser qu'au final, c'est aussi une crise où les personnes qui sont les plus vulnérables sont les moins affectées. Les personnes les plus vulnérables sont les moins responsables du problème. C'est ça que je voulais dire, désolé. Je veux dire, on le constate autour de nous. Je pense qu'il y a un devoir aussi de solidarité envers les communautés autochtones qui sont sur les premières lignes. Je pense qu'il faudrait construire des relations de l'aide mutuelle avec les communautés, ne serait-ce qu'à Montréal. Je pense à des communautés, je veux dire, les personnes en situation d'itinérance qui sont les plus exposées au changement climatique en étant juste dehors pendant très souvent et se retrouvant très exposées, que ce soit l'hiver, l'été, aux événements météorologiques extrêmes. Je pense à tous les quartiers où il y a des îlots de chaleur. Je pense aux populations les plus marginalisées qui sont aussi les plus exposées aux pollutions environnementales, etc. Donc, je pense que c'est ça, il y a comme de la difficulté à avoir un fil conducteur, puis ça fait en sorte qu'on reste avec une vision un peu mainstream de l'écologie, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à avancer, puis en même temps, c'est qu'on essaie d'avoir une escalade pour construire un rapport de force finalement, parce que là, notre idée, c'est que, bon, on a eu le 15 mars, ouais, désolé, je me mélange dans mes dates, le 15 mars 2019, bon, premier gros coup du mouvement étudiant, 150 000 personnes dans la rue à Montréal. On arrive le 27 septembre, c'est la plus grosse manifestation possiblement dans l'histoire du Québec ou du Canada, puis il n'y a toujours pas d'action politique qui s'ensuit. Donc, je pense que l'idée à partir de ce moment-là, c'est qu'on a beau se faire entendre, ça ne sert à rien. Il faut forcer le changement parce qu'il n'y a pas d'autre choix, puis c'est un enjeu qui est existentiel. Bref, je pense que c'est ça, c'est une dynamique de renouvellement, puis de fragilité, puis de précarité qui, en tout cas, c'est très psychologique, puis c'est très abstrait, mais au final, je pense que la condition étudiante, oui, c'est un terreau extrêmement fertile, puis les communautés étudiantes sont une base super riche pour bâtir des mouvements,
puis créer du changement, mais en même temps, je pense que c'est ça, il y a énormément de facteurs liés à la condition étudiante puis à la précarité de la condition étudiante qui font en sorte que c'est comme très compliqué d'aller dans une direction, d'avoir un mouvement qui se tienne, d'avoir une escalade solide. Qui, en tout cas, je pense que la COVID nous a profondément affectés à ce niveau-là. Sinon, je pense que aussi, quand on parle d'obstacles, je pense qu'il faut aussi constater que les institutions, il y a des belles choses qui se font, puis je pense que c'est intéressant là, d'entendre les trois panélistes qui sont ici d'un point de vue plus institutionnel, mais il faut aussi voir que à partir du moment, je veux dire, juste la quantité d'énergie étudiante, la quantité d'énergie militante étudiante qui est mise juste pour faire bouger nos institutions scolaires, je pense que c'est quand même une honte là, d'avoir à convaincre des universités qui sont soi-disant les tenantes du savoir, puis je pense qu'on parle du savoir comme étant central à la question climatique, puis l'accès à la science, aux données scientifiques, de croire en la réalité scientifique. Donc, à partir de ce moment-là, quand on a des universités qui s'obstinent à maintenir des centaines de millions de dollars en investissement dans les énergies fossiles, ben, c'est un problème. Puis, c'est un peu une honte qu'on doive lutter contre nos universités alors qu'il y a un problème qui est tellement plus grand. Puis, au final, on ne veut pas, je veux dire, par exemple, moi, je me ramène à mon cégep qui était comme, ah oui, on va adopter une politique de carboneutralité, puis c'est très bien d'adopter une politique de carboneutralité, on ne va pas condamner ça, mais ensuite, quand c'est utilisé pour couper l'herbe sous les pieds des mouvements de mobilisation, puis dire, ben voilà, on en fait assez, il ne faudrait pas déranger, nanana. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas transformer nécessairement notre cégep, mais c'est transformer la société. Donc, le fait que notre cégep soit carboneutre ne nous aide pas tant que ça. Bref, donc, je pense que c'est juste de voir comment ces mesures-là, vertes, adoptées par les institutions scolaires sous la pression des groupes militants étudiants, bien souvent, sont aussi récupérés à leur encontre. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir aussi d'un point de vue politique, puis c'est un enjeu d'intérêt. Je pense que, je veux dire, on ne s'attend pas non plus à ce que les institutions scolaires, avec le rôle qu'elles ont à jouer, nous appuient dans la révolution, là, si je peux utiliser l'expression. Je veux dire, d'un point de vue réaliste, ce n'est pas ce à quoi on s'attend, mais quand même, je pense que de constamment devoir s'opposer à des mesures, à des administrations qui sont vraiment tenantes d'une inertie qui est déplorable. Je veux dire, ça fait plus de 10 ans que le mouvement Divest qui réclame le désinvestissement des universités, des industries fossiles, fait beaucoup de bruit sur les campus. Donc, en tout cas, je pense que c'est important de constater qu'il y a quand même des freins très importants qui existent sans vouloir nier toutes les belles choses qui se font. Je pense aussi à des chaires de recherche qui sont étroitement liées à des industries polluantes dans leur financement. Je pense, je veux dire, il y a des recteurs, des rectrices qui apparaissent dans les vidéos promotionnelles de grands projets polluants pour ne pas nommer le projet Laurentia. Donc, c'est ça. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est important de nommer, puis c'est vraiment central là, au travail que nous, on effectue au quotidien. Merci Albert, merci beaucoup pour cette vision très intéressante de tout ce qui est le rôle des institutions académiques. On va continuer avec Lilou, si tu veux bien. Ouais. D'abord, je voulais dire que j'étais totalement d'accord avec Albert. Le burn-out étudiant, c'est un véritable problème parce que tu as tout ça, il y a tout le statut étudiant qui est souvent accompagné de précarité, c'est beaucoup de charge mentale, l'implication, surtout l'implication environnementale parce que c'est quand même assez déprimant. Et c'est sûr que c'est d'autant plus déprimant que le problème, il est immense et que nous, en tant qu'étudiants, la première chose contre laquelle on lutte souvent, c'est nos universités, comme tu disais. Donc, c'est vrai que c'est totalement contre-productif et c'est pas forcément normal que des institutions qui sont censées être comme les institutions qui garantissent l'avenir, et c'est pour ça qu'on est étudiant. En général, c'est pour notre avenir. Elles soient encore dans des énergies fossiles. Par exemple, là, je vais parler de l'UDM, d'un rapport qui était en 2016, qui a été fait par Désinvestissons l'UDM, qui montrait qu'il y avait 136 millions d'investissement de l'UDM dans les énergies fossiles. Donc, on a toute une campagne qui est destinée à ça, alors qu'on est un groupe étudiant qui est quand même relativement petit. Et ça fait quand même beaucoup de travail. Et à côté, il y a nos cours et il y a beaucoup d'entre nous qui travaillent à côté. Donc, c'est sûr que le burn-out étudiant, c'est beaucoup et c'est d'autant plus déprimant qu'il y a toute une partie de ce burn-out qui est due à des luttes contre nos universités elles-mêmes. Après, c'est ça, comme tu disais Albert aussi, je ne vais pas non plus nier tous les côtés positifs que les institutions peuvent nous amener. Donc, je vais un peu embarquer dans le positif maintenant. Donc, par rapport à l'engagement, l'université en tant qu'institution, dans mon engagement personnel, je ne dirais pas que c'est forcément quelque chose qui a été un moteur. Mais en tout cas, mon programme d'études, les professeurs et les cours que j'ai eus, ça a clairement été un moteur d'engagement. Moi, je suis en communication politique et j'ai fini par vraiment, en m'impliquant, commencer à
a comme vraiment fusionné mes études et mon engagement étudiant. Donc, toutes les lectures obligatoires de communication politique ou de politique, souvent, elles étaient vraiment super reliées aux questions environnementales. J'ai pu prendre des cours d'environnement en eux-mêmes, donc des cours de politique environnementale, des cours de sociologie de l'environnement. Et tout ça, j'ai fini par l'intégrer dans mon engagement, notamment grâce au podcast, au podcast de l'Écothèque, où on a pu faire plein de podcasts sur des questions de communication politique. Donc, par exemple, pour en citer que quelques-uns, l'humour politique, la place des mèmes dans la lutte environnementale, ou des questions de marketing politique, les apports et les dangers en temps d'élection pendant une urgence climatique comme celle qu'on a eue les élections fédérales il y a quelques temps. Donc, j'ai vraiment pu faire rentrer un grand pan de ma formation académique dans l'engagement, puis nourrir un petit peu cette association, comme tous les étudiants qui font partie de l'Écothèque l'ont fait aussi avec leur propre champ de discipline. Et c'est pour ça qu'on a vraiment quelque chose d'interdisciplinaire, et ça, c'est génial. Et ça, c'est grâce à nos cours, c'est grâce aux professeurs qui nous appuient là-dedans. Mais il y a aussi tout le fait que l'engagement étudiant, on peut le réutiliser dans nos cours, ce qui nous aide un petit peu par rapport à la charge mentale. Mais encore une fois, ça dépend du programme dans lequel on est. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire ça parce que vraiment, je pense que j'arrive pas à me souvenir depuis que je m'engage d'un travail de session que j'ai pas fait en rapport avec l'environnement. Donc, c'est ça. Donc, au moins, ça me permet de réutiliser ce que j'apprends pendant mon engagement étudiant dans mes cours. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Là, en ce moment, j'ai un cours de violence politique. Donc, mon travail de session, je vais le faire sur la question de l'urgence climatique. Va-t-elle augmenter ou diminuer les violences politiques dans le monde? Ou, ça promet intéressant. Mais ouais, après, pour être très honnête, je pense qu'au final, l'université a été un moteur d'engagement dans les cours, mais j'irai quand même sur le fait que j'ai beaucoup plus appris dans mon engagement étudiant que dans mes cours. Mais bon, les deux se sont rejoints à un moment ou à un autre. Et après, je veux quand même finir sur le fait, sur ce qu'Albert disait, que s'il y a une véritable charge mentale d'être étudiant et d'être impliqué dans l'environnement en même temps. Et c'est souvent en fin de session, en mi-session, ça devient compliqué, vraiment très compliqué. Mais ça reste quand même quelque chose que je recommande à tous les étudiants de s'engager à côté. Voilà. Samia, la parole est à toi. Merci beaucoup. Je trouve ça vraiment intéressant parce que je pense que mon expérience n'est pas vraiment la même que celle d'Albert et de Lilou parce que je pense que mon implication en environnement est venue plus tard parce que ça a toujours été plus de la justice sociale et c'est vraiment quand j'ai commencé à comprendre à quel point c'était multifactoriel la lutte climatique et à quel point c'était intersectionnel comme lutte que là, je me suis dit, dans le fond, j'ai toujours milité un petit peu pour l'environnement aussi. Je suis absolument d'accord avec ce qu'Albert a dit de manière si posée, si poétique et en même temps très respectueuse aussi par rapport aux institutions et ce que Lilo a réitéré également. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que l'université, j'ai toujours considéré l'université et l'école en général comme un moyen. Donc, pour moi, l'école, ça n'a jamais été juste les cours. Je me suis toujours impliquée. Donc, depuis, là, on est dans l'éducation postsecondaire, mais depuis le secondaire, je me suis toujours impliquée aussi jeune que je puisse m'en rappeler. Puis, c'est comme ça que moi, j'ai toujours perçu l'université. Donc, ça n'a pas été pour moi différent à l'université de me dire, bon, grâce à mes cours, j'ai la chance de rencontrer des personnes incroyables et grâce à mes cours, je vais pouvoir participer à la COP25 et à la COP25, j'ai rencontré des gens au parcours incroyable. À la COP25, j'ai été frustrée, j'ai fait des choses que je n'étais pas nécessairement supposée faire, mais ma lutte m'a menée à justement faire partie d'un contre-mouvement, par exemple, à la COP. Et moi, si je peux parler d'un élément déclencheur qui m'a vraiment comme, tu sais, que j'étais comme, là, ça se passe, là, puis c'est grave, c'est urgent par rapport spécifiquement, non pas à la justice sociale, mais vraiment plus à la lutte contre les changements climatiques, c'est que je me rappelle qu'à un moment donné, on était un groupe de jeunes de différents pays, notamment avec Gaïa, puis une de nos autres amies, Natalia. Et on a rencontré en fait la délégation des Bahamas. Et là, ils nous parlaient, on avait comme une entrevue avec eux. Puis éventuellement, ils ont commencé à nous parler de la question des assurances et comme quoi les Bahamas ne pouvaient plus être assurés en fait parce que quand tu souscris une assurance, c'est qu'il y a un risque que quelque chose arrive.
arrive. Mais les Bahamas, on était rendu, puis tu sais, il y a d'autres pays que c'est comme ça aussi. Si on pense aux îles Kiribati, si on pense à Tuvalu, il y a plein de pays que c'est rendu comme ça. Mais ce n'est plus possible d'assurer un pays si ce n'est plus un risque, mais c'est c'est même plus une possibilité, c'est une certitude que ça va arriver. Donc, ça c'était vraiment comme fort, comme la manière qu'il le racontait. Là, je vous le raconte vraiment très, très, très bref, mais je sais qu'il y a différentes expériences comme ça que je sais que j'ai eu la chance de vivre grâce à l'université. Et je dis pas que tout le monde a besoin d'aller à la COP et de rencontrer des gens avec des histoires et des vécus différents parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas un pays occidental et qui n'est pas un grand pollueur pour avoir être plus insurgé. Mais moi, ça a fait partie de mon expérience. Et c'est vraiment par les gens, je pense, que j'ai puisé ce militantisme. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis vraiment d'accord avec ce que Lilo a dit. Les étudiants, moi aussi, je pense que la planète s'invite, ça a été vraiment comme le début là, de comme mon militantisme et de comme, OK, là, c'est important, c'est notre ère, puis on n'a pas le choix, en fait. C'est même plus une question de, c'est le fun de participer à ce mouvement-là, c'est vraiment une question de, c'est notre survie qui en dépend. Donc voilà, moi, je pense que c'est l'université, puis l'école en général, ça a toujours été un moyen pour moi de rencontrer ces gens-là. Puis, je pense que c'est important, comme Lilou a dit aussi, de voir l'université comme ça, comme un moyen de s'associer à d'autres personnes. Parce qu'au final, je pense que c'est de là qu'on puise notre énergie. En tout cas, moi, pour ma part, quand je pense que je suis toute seule chez moi à penser à quelque chose, puis d'avoir une idée derrière la tête, de réaliser qu'il y a d'autres gens qui pensent comme moi, c'est très motivationnel. Ça me donne beaucoup de motivation. Puis, je pense qu'on en a besoin en ce moment. Super, merci beaucoup à vous trois. Donc, je pense qu'en raison des points super intéressants qui ont été soulevés, je pense qu'il y a quand même certains de nos panélistes qui aimeraient rebondir un peu sur vos idées. Donc, quand même garder en tête qu'on est un petit peu serré dans le temps, mais je vous laisse tout de même rebondir à ces commentaires qui ont été faits par nos trois étudiants. Donc, on peut peut-être commencer avec M. Cossette. Oui, je vais essayer d'être bref. Je vais rebondir sur un commentaire d'Albert sur l'approche globale. En fait, pour moi, c'est vraiment très important qu'on ne se fixe pas juste sur un truc. Puis je ne veux pas dire que le divest n'est pas important, mais nous, à l'université, on a 7 stratégies différentes en DD. Là. Puis c'est parce que sinon, on focus sur un truc qui n'est peut-être pas le plus grand retour sur l'investissement. Peut-être que ce n'est pas le bon langage, mais on va dire en termes de retombées climatiques. Mais c'est l'idée de réaliser que dans le développement durable, c'est là que je trouve que le cadre de l'ONU sur les ODD est vraiment très intéressant parce qu'il nous force à penser globalement, pas juste un petit volet, puis là, tu penses que tu fais un bon truc, mais tu sais, je veux dire, je faisais la caricature, puis je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de divest, au contraire, là, mais si on rase des forêts vierges pour mettre des panneaux solaires, ce n'est pas mieux. Là, donc, il faut vraiment avoir une vision très, très, très globale de ça. D'où l'idée d'avoir à la fois des stratégies en mobilité durable, mais aussi en aménagement des espaces verts, comme disait François, pour que ton campus ait l'air un peu de quelque chose, puis d'avoir des stratégies aussi sur le campus équitable, l'investissement responsable, c'est toutes des stratégies. L'approvisionnement responsable, ça, c'est une chose que vous ne réalisez peut-être pas, mais c'est là que les universités et les collèges, on achète une énorme quantité de matériel par année, puis on a un petit peu de misère avec notre gouvernement d'inclure des critères de développement durable dans nos approvisionnements. Autrement dit, les cycles courts d'approvisionnement. On dépense plusieurs centaines de millions par année, là, le réseau universitaire et collégial ensemble. Puis si on était capable de mettre ces critères-là d'un truc reconnu par le gouvernement, bien, on le fait nous-mêmes un peu, là, mais ça peut faire une grosse différence très, très, très concrète, à la fois sur l'empreinte carbone puis sur les cycles courts d'approvisionnement. Puis c'est le genre de choses que votre université peut faire, mais bougez-les un peu, là, entre guillemets, là, mais on va se bouger entre nous aussi. Mais c'est l'idée d'avoir pas juste un focus, mais d'avoir une approche globale du développement durable. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Puis l'autre truc sur lequel je vais revenir, c'est ce que Lilo avait dit un peu plus tôt, c'est soutenir les initiatives étudiantes. Ça ne veut pas dire nécessairement de les récupérer ou de les canaliser, en tout cas pas de les canaliser d'une façon restrictive. C'est super important. Là, mais par contre, si ton asso a dit, nous, on a un projet à l'Université de Sherbrooke qui s'appelle Frigo, là, donc c'est des échanges de nourriture, il faut toujours bien mettre quelque part les réfrigérateurs dans un pavillon qui est branché, donc il faut soutenir ça. Ou on a Ruche Campus, comment qu'on met les ruches, puis machin, puis on s'assure de ça, puis qu'on s'assure que nos gens qui étendent plus de pesticides, là, parce que sinon, les ruches vont avoir de la misère. Donc c'est l'importance
à la fois de répondre aux différentes affaires que font les associations étudiantes, mais d'avoir une cohérence institutionnelle. C'est là que le dialogue est super important. Ce n'est pas de la récupération, c'est un vrai dialogue puis une co-construction. Ce n'est pas toujours facile à faire, là, parce que tout le monde a le droit à être pas d'accord des fois. Là. Donc, mais pour moi, c'est vraiment important que ce dialogue-là s'inscrive dans une variété de projets qu'on fait. Là. On a un comité étudiant zéro déchet. Ça nous a permis que dans notre campus à Longueuil, on a réussi à faire du compost. Il n'y en avait pas sur la rive sud avant, mais là, maintenant, il y en a. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans différents domaines. C'est là que c'est un vrai partenariat. Là. Donc, il faut que les assos et les initiatives étudiantes puissent se faire. Je suis très sensible, par contre, à votre point de l'épuisement. Puis la COVID a été très, très difficile sur le moral de tout le monde. Donc, comment on trouve les conditions, c'est pas simple. Il n'y a pas de recette facile à ça. Moi-même, pour avoir déjà été un étudiant fort engagé, je peux vous en parler, mais ça fait tellement longtemps vu que j'ai plus beaucoup de cheveux, mais c'est quand même quelque chose, c'est un vrai enjeu. Je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps, mais je trouve que c'est une discussion très intéressante. Merci Pierre. Puis je pense en fait que c'est peut-être une meilleure idée pendant qu'on est en train de rebondir sur ça, de peut-être le jumeler à notre prochaine question. Donc, je vous laisserai la parole si jamais vous voulez ajouter d'autres choses avant qu'on continue à y aller avec François. Mais en fait, c'est ça, la prochaine question, c'était vraiment de quoi auriez-vous besoin pour aller encore plus loin et de quels outils disposez-vous en ce moment pour le faire, pour tout ce qui est soutenir les étudiants dans leur mobilisation actuelle. Donc, je vais vous laisser en fait continuer et rebondir sur ces idées-là un peu en jumelant cette question avec vos réponses. Donc, on va y aller avec François. Puis si jamais il y a quelque chose que vous voulez ajouter, Monsieur Cossette, vous êtes la bienvenue de le faire juste après. Bien, merci. Moi aussi, je voulais rebondir sur ce que Albert a dit parce que, tu sais, moi, pourquoi je suis dans le milieu collégial, c'est parce que je crois fondamentalement à l'importance qu'a le système d'éducation pour justement arriver à mettre en place une transition écologique. Tu sais. Pas que le réseau d'éducation, mais je pense que c'est important. Puis, tu sais, moi, je suis d'accord parce qu'il y a clairement une absence de certains réflexes à certains endroits. Je trouve qu'on responsabilise, et c'est pareil là, dans la société en général, puis dans le discours qu'on entend de nos dirigeants, là, on surresponsabilise l'individu par rapport à tout ce qui se passe, mais il y a une absence d'action à un niveau plus élevé. Tu sais. Puis ça, c'est important, je pense, d'essayer de casser certaines choses par rapport à ça parce que ça peut vraiment être démotivant, puis générer justement des co-anxiétés, puis générer du je m'en foutisme, là, finalement. Donc, ces réflexes-là sont à revoir. Il y a clairement une absence de certaines priorisations dans les manières de faire. Je pense, là, je parle de mon côté, et c'est important de se pencher sur cette question-là. On fait un projet de bilan carbone. En ce moment, on fait un bilan carbone pour le Collège UNSIC, mais entre vous et moi, là, on n'est pas un grand générateur d'émissions de gaz à effet de serre. On est un cégep. Il y a 10 000 étudiants, on est un gros cégep, mais reste que c'est pas ça. Par contre, on génère du savoir. On est comme maintenant, on parle d'influenceurs, mais au-delà de ça, on génère des savoirs. On a le devoir de montrer l'exemple, mais d'expliquer dans quel exercice on est engagé quand on fait un bilan carbone. Ça part de où, pourquoi, vers où on va, c'est quoi la pertinence, en fait, à plus grande échelle de faire ça, parce qu'on est en train de former des gestionnaires de demain, des techniciens en imagerie médicale, peu importe la technique, parce qu'il y en a beaucoup qui graduent de chez nous qui n'iront pas dans une université. Donc, ces personnes-là doivent avoir une conscience environnementale. Fait que ça me mène à l'autre point là, qui est super important, là, qui était de dire par rapport à en fait, cette promotion-là de certains savoirs là, qui doit être transversale, que Lilou apportait tantôt, ben, on n'est pas capable d'imposer encore, je pense. Puis ça reste, selon moi, là, quelque chose qui doit être abordé. C'est tout le temps complexe d'imposer quoi que ce soit dans les manières de faire par rapport à ce qui est en place. Ça génère des frustrations. Il n'y a personne qui veut le faire. Et ça, c'est dans toutes les équipes, moi y compris. Là, autant la direction, le corps enseignant, les équipes à l'entretien, la maintenance, les services de construction, si on débarque avec un paquet de normes environnementales, de manières de faire qui sont différentes, qui brassent la cage, on est buté à certaines choses. Ça, c'est un défi qui est, selon moi, primordial. On essaye de s'y pencher. Ça demande du temps. Puis moi, je comprends ce qu'Albert dit dans le sens où ça prend trop de temps.
Il y a manière, je pense, de le faire, comme je disais au début, construction collective, selon moi, est la clé par rapport à ça. Mais je tenais quand même, bon, ça a pris plus que 2 minutes, là, mais à dire que je partage ce sentiment de il faut que ça avance. Je pense que les gens agissent de bonne foi, mais que des fois, il y a des mécanismes en place qui nous immobilisent beaucoup. Pour aller plus loin, en 30 secondes, changer le rapport au temps, c'est la clé, là. On parle de plus en plus d'économie vernaculaire, donc ce qui se développe avec la mise en commun d'outils, de savoir-faire et tout ça. Je pense que ça peut se transposer dans une grille cours au collégial, par exemple. Il y a des trous horaires, là, mais finalement, les étudiants et les étudiantes s'en vont tous travailler. Fait que l'engagement prend le bord. Mais je trouve que ça témoigne d'une situation qui a été nommée par nos étudiants et étudiantes, justement. Il faut travailler, il faut subvenir à ses besoins. On a plein de cours, faut réussir, là, c'est clair, c'est pour ça qu'on est là. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir une manière de dire que tout ça ralentit un peu, puis qu'on est capable de valoriser cet engagement-là de différentes stratégies? Puis ça, on y reviendra. Il y a une question là, qui va porter là-dessus tantôt. Donc, valoriser cet engagement-là à travers un rapport au temps qui est différent. Moi, ça serait ça, là, mon outil. Puis ça peut sembler utopique, mais ça ne l'est pas du tout. Là. Je vais avoir des exemples plus concrets tantôt. Là. Merci beaucoup, François. On va laisser Pierre y aller, puis ensuite, Lilou, tu pourras rebondir. Je vais y aller rondement pour laisser le plus de place possible pour les échanges, mais si on va aller plus loin pour aider, je suis très sensible à ce qu'Albert a mentionné sur le burn-out étudiant, puis c'est souvent la loi du 80-20, 20 des étudiants font 80 de l'implication. C'était le même dans mon temps, je pense que ça doit être encore aujourd'hui la même chose. Donc, je pense que les institutions ont la responsabilité d'être facilitants. M. Cossette a donné l'exemple des frigos, là, c'est la même chose. Si on peut aider les initiatives étudiantes pour ne pas mettre des bâtons dans les roues, en sachant que parfois, pourquoi ces institutions, généralement, je pense que les gens qui sont à la tête des organisations ils veulent aider, mais des fois, il y a un degré de complexité derrière qu'il faut comprendre aussi. Donc, être facilitant. Des fois aussi, on peut aussi, nous, on a mis en place un fonds de développement durable pour soutenir financièrement des projets étudiants dans le développement durable. Donc, au moins, on peut donner un coup de pouce rapide. Des fois, ça prend des sous pour faire des choses. Fait que si les étudiants ont moins à chercher des sources de financement pour faire le projet, je pense que c'est aidant. Plus largement, je pense qu'il faut prendre conscience qu'on a tous une contribution et un rôle à jouer. Il faut le faire à multiniveau. L'institution a un rôle à jouer. Je venais de donner l'exemple, mais d'agir concrètement aussi. Dans le rôle d'étudiant et de chercheur, donc, il y a un autre rôle. Tu sais, par exemple, on a dit quand les chercheurs font des actions en matière d'action climatique, il faut les mettre en valeur aussi. Puis les étudiants ont un rôle à jouer aussi pour mobiliser, poser des gestes concrets, puis interpeller aussi pour aller plus vite. C'est comme une roue. Donc, je pense qu'il faut le prendre dans cette perspective-là. Merci. Merci beaucoup. Lilou, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, c'est exactement par rapport à ce que tu disais, François, par rapport à valoriser l'engagement étudiant. C'était quelque chose que je voulais amener aussi, puis par rapport au burn-out surtout, puis le temps, etc. C'est vrai que peut-être que quelque chose que les universités, les institutions pourraient faire pour vraiment aider les étudiants, puis soutenir l'engagement étudiant, ça serait de trouver justement une sorte de reconnaissance à cet engagement, que ce soit par faire créditer l'engagement étudiant, parce que là, on peut le faire, mais qu'à hauteur de 3 crédits, ça nous enlève un cours sur, mettons, tout un bac, ce qui est vraiment pas beaucoup comparé au nombre d'heures que certaines personnes peuvent mettre dans cet engagement-là. Enfin, je sais pas, je vais prendre l'exemple de mon association, de moi, ou même des personnes qui s'impliquent à la même hauteur. On peut mettre bien 15-20 heures semaine dans cet engagement-là, ce qui est énorme, ce qui représente vraiment tout un cours. Donc, ça serait bien d'essayer de trouver des moyens de reconnaître cet engagement étudiant-là, puis peut-être aussi de pouvoir débloquer des fonds pour les associations étudiantes, pour pouvoir même que ces associations-là elles puissent obtenir au moins une compensation financière aux étudiants qui s'impliquent autant, parce que ce temps-là, c'est du temps qu'ils ne mettent pas dans justement subvenir à leurs besoins, parce qu'à un moment, il faut bien remplir le frigo, ça c'est sûr et certain. Et même de faciliter l'accès aux bourses, de faciliter les candidatures aux bourses, parce que ça prend beaucoup de temps de demander des subventions, etc. Puis je vais donner l'exemple d'une bourse de la FECUM à l'UDM. C'est une bourse à laquelle on a appliqué, que l'on a eu, on l'a appliquée peut-être il y a 1 an, et on l'a obtenue, et là, on va la recevoir que maintenant, parce qu'ensuite, la FECUM nous a comme oublié.
Donc, des fois, c'est vraiment difficile d'avoir accès à cette subvention-là. Et aussi, peut-être, tant que j'y suis, les institutions et les étudiants auraient beaucoup à gagner, je pense, en tout cas pour se soutenir mutuellement, à comme créer des plateformes de dialogue qui sont vraiment effectives. Peut-être que les institutions pourraient, par exemple, soutenir la communication des étudiants, parce que quand on est une association étudiante, c'est vraiment difficile de faire parvenir un message aux différents étudiants, à tous les étudiants d'une université. Donc, et alors que ça, c'est clairement des choses que les universités peuvent faire. Elles ont accès à des moyens de communication de masse à tous leurs étudiants. C'est comme ça qu'elles font passer leur message. Donc peut-être que c'est des plateformes qu'elles pourraient offrir aux étudiants aussi. Donc, par exemple, pour donner un exemple, là en ce moment, toujours dans le cadre de la programmation des dialogues pour le climat, on monte un projet de délégation Génération Future pour la COP. On aimerait bien rassembler des doléances de tous les étudiants, de n'importe quelle personne qui le souhaite, et on aimerait pouvoir communiquer le formulaire des doléances à notre université pour qu'ils communiquent à tous leurs étudiants, ce qui semble être quelque chose quand même d'assez important. Et on a encore du mal à rejoindre les personnes qui peuvent nous donner accès à ces canaux-là. Donc, encore une fois, c'est compliqué. Peut-être que ce serait des choses qui pourraient être facilement facilitées comme démarche. Donc, c'est ça, moi, je voulais surtout rajouter ça. Merci beaucoup. Donc, oui, comme je l'avais promis, Monsieur Cossette, vous pouvez ajouter, bien sûr, quelque chose à ces réponses. Ouais, une petite vite parce que c'est trop facile, mais on a mis sur pied il y a 2 ans avec nos associations étudiantes un fonds d'appui à l'engagement étudiant parce qu'on soutenait déjà différentes affaires, mais on trouvait que les bourses là-dedans étaient ridiculement basses. Par exemple, quand on a des gens qui vont à la COP 25 ou pour un concours de génie ou donc, dans toutes sortes de choses. Donc, on a transformé un fait institutionnel obligatoire, puis on le co-gère avec les associations étudiantes, puis on établit une liste d'activités étudiantes qui sont supportés par ce fonds-là pour que les étudiants qui s'impliquent aient au moins une forme de compensation. C'est jamais, mais donc ça peut se faire. Et à chaque trimestre, on a un rapport et puis c'est ma vice-rectrice, mais surtout les services à vie étudiante avec les deux présidences d'assaut, premier cycle puis de deuxième, troisième cycle qui co-gèrent le truc, qui établissent les critères, puis ça peut se faire. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, évidemment, on a déjà on s'est devancé un peu sur notre prochaine question. Lilou, tu as en fait répondu parfaitement à la question que je m'en allais vous poser, mais c'est quand même bien, c'est parfait. Je vais quand même te laisser la chance d'approfondir si jamais tu le souhaites. Mais en fait, ma prochaine question s'adresse encore une fois à nos 3 étudiants. De quoi auriez-vous le plus besoin actuellement pour mener vos projets en lien avec l'action climatique plus loin? Puis comment vos universités pourraient-elles vous aider? Donc, on vient effectivement de parler de crédits universitaires pour la mobilisation, de fonds pour les associations étudiantes, de soutenir la communication aux étudiants avec des communications de masse. Donc, tout ça, c'est des super bonnes idées. Mais si jamais vous aviez d'autres choses à ajouter, c'est le moment pour ajouter cela. Donc, peut-être qu'on peut commencer avec toi, Samia, si tu as d'autres choses à ajouter. C'est ça que j'allais dire. Je trouve que Lilou a très bien répondu à la question. Puis, Monsieur Pierre Cossette a répondu aussi par rapport à, par exemple, moi, ma participation à la COP 25 a été créditée à hauteur de 9 crédits, mais c'était aussi un cours. C'était pas juste de la participation, c'était vraiment comme un mini, un petit certificat, là, si on veut, en quelque sorte. On avait quand même 3 cours, donc un micro-programme, un petit certificat. Donc, c'était beaucoup d'éducation, mais c'était volontaire de s'inscrire dans ce programme-là. C'était vraiment dans le cadre d'une formation qui s'appelait la participation aux négociations climatiques internationales. Donc, je pense aussi que moi, j'ai été chanceuse parce que je pense que l'Université de Sherbrooke, là, c'est pas pour jeter des fleurs à mon alma mater, là, mais c'est vraiment, je pense que c'est une université qui se démarque beaucoup en ce qui concerne les changements climatiques et les questions environnementales. Notamment, il y a un programme d'environnement à l'UDS, etc. Donc, moi, je pense que ça serait juste important pour les universités, puis je pense que pour toutes les institutions en général, tu sais, quand ils sont d'accord avec certaines positions, avec des mouvements étudiants ou quoi que ce soit, de ne pas être frileux de le dire, de s'affirmer, de dire nous supportons nos étudiants. S'il y a une grève étudiante, de dire OK, on supporte la grève, cette journée-là est congé. Je pense que ce sont des petits gestes qui, au final, n'auront pas un grand impact, mais qui sont très importants et très significatifs pour les étudiantes et les étudiants qui vont se sentir écoutés. C'est comme du renforcement positif, en fait, mais c'est pour dire aux étudiants et étudiantes, on le sait que vous vous battez, on sait que c'est votre génération, mais c'est aussi la nôtre. On sait qu'on a
une part de responsabilité, etc. Surtout, tu sais, on va pas se le cacher, on est au Canada, on est dans un des pays pollueurs en Occident. C'est important de reconnaître ce privilège. Tu sais, moi, je trouve que c'est quand même un privilège de pouvoir en discuter aujourd'hui et de parler de théorie. Il y a aussi beaucoup de pratiques dans nos actions, mais il y a des gens pour qui les actions, c'est aussi leur survie en tant que telle. Nous, on en discute de manière très pratico-pratique, ce qu'on peut faire, notre rapport, notre association, mais il y a des gens que c'est vraiment dans leur quotidien. Ils se réveillent, puis les changements climatiques, c'est genre à leur porte. Donc, je pense que c'est un privilège vraiment de pouvoir en parler. Si je m'exprime bien, je pense que vous comprenez un petit peu mon idée derrière ça. Je pense que les universités, moi, ma maîtrise, c'est une maîtrise qu'on dit appliquée, puis ça aussi, l'Université de Sherbrooke est forte là-dedans. On a beaucoup de pratiques dans nos cours. Donc, je pense que ce serait quelque chose qui devrait être exploré aussi, de pouvoir, par exemple, inclure dans les cours une participation avec des organismes qui se concentrent sur les changements climatiques, sur les questions environnementales. Je pense que c'est très important et je pense que c'est nécessaire, rendu là, de conscientiser les gens à ça. Moi, comme je vous ai dit, ma lutte, ça a toujours été plus dans les questions humanitaires, les droits des réfugiés, les migrations, mais je pense que c'est tellement interrelié, puis c'est tellement intersectionnel qu'il y a moyen d'apporter des questions de changement climatique dans à peu près tous les programmes. Moi, j'ai eu un parcours juridique, mais je pense que j'aurais très bien pu explorer davantage les questions environnementales dans le cadre de ça. Donc, vraiment, c'est ça, des projets d'implication citoyenne en environnement, puis ne pas être frileux de dire qu'ils sont d'accord avec nous. Merci beaucoup, Samia. Peut-être continuer avec toi, Albert? Oui, ben, j'abonde dans le sens de Samia. Je pense que, bon, d'abord, si les universités cessaient d'être des obstacles, parfois, ce serait déjà un grand pas à l'avant. Je veux dire, ne serait-ce qu'avoir une posture de neutralité, je pense notamment à des enjeux qui relèvent un peu de la liberté d'expression, c'est-à-dire que là, on voit les universités qui prennent position par rapport à la liberté d'expression, par rapport à tout ce qui s'est passé en lien avec le mot en haine. Donc, mais d'un autre côté, on voit ces mêmes personnes-là qui tiennent les mêmes discours, qui vont, par exemple, exiger des autorisations avant d'afficher sur les campus. Donc, ne serait-ce que de pouvoir afficher sur les campus. Là, moi, j'ai travaillé sur une campagne non partisane pour inciter les jeunes à voter au municipal parce que le taux de participation est famélique. Puis, il y a des campus où le droit d'afficher pour une campagne qui incitait au vote pour les municipales d'une façon non partisane, ça n'a pas été autorisé, ça a été interdit par l'administration qui va ensuite arracher les affiches. Donc, je pense qu'il y a effectivement des beaux exemples, puis je pense que c'est important de les rendre visibles puis de les souligner, mais je pense que c'est important de parler de la partie un peu plus laide de l'iceberg, puis c'est ça, mentionner qu'il y a des fois où en tout cas, c'est pas nécessairement beau, puis en tout cas, je veux dire, toutes sortes d'obstacles à la tenue d'assemblée générale, toutes sortes d'obstacles, je veux dire, au processus démocratique, communautaire, étudiant. Donc, en tout cas, je pense que c'est juste de s'ancrer là-dedans, de toujours parler aussi d'indépendance scientifique. Sinon, moi, je pense que je vois beaucoup la solution comme étant de rapprocher les universités des communautés, parce que je pense que Samia parlait de l'approche transversale puis intersectionnelle de tout ça, mais je pense que au final, les injustices climatiques, elles sont dans tous nos milieux de vie, elles sont dans nos quartiers. On parle des personnes en situation d'itinérance, des personnes précaires, la crise du logement, que ce soit au niveau de l'insécurité alimentaire, tout ça. Donc, de la vulnérabilité par rapport aux vagues de chaleur. Donc, je pense que de vraiment se rapprocher des quartiers, que les universités, en tant qu'acteurs institutionnels, par exemple, fassent attention à la question de la gentrification qui peut ne pas être en apparence très lié au changement climatique, mais je pense que c'est un aspect essentiel là, quand on parle de résilience des communautés, puis de vraiment voir que la résilience climatique, c'est de la justice sociale, puis c'est de lutter contre les vulnérabilités socio-économiques. Donc, bref, je pense à l'exemple de l'Université de Montréal par rapport au Campus 1000 qui a construit ça dans Parc Extension, qui est un quartier défavorisé, avec un projet qui se voulait vert, innovateur, etc., mais où au final, tout le volet du logement étudiant abordable a été abandonné. Puis finalement, les droits de construction ont été cédés à des développeurs immobiliers privés
qui ont fait en sorte que, en tout cas avec des loyers complètement astronomiques, qui participent à la gentrification dans le quartier. Puis je pense aussi de parler d'éco-gentrification. Donc je pense que généralement, aussi c'est ça. Donc puis plus globalement, l'idée d'enlever un peu les séparations qui existent entre les communautés universitaires puis les communautés au sens large, les communautés géographiques, de vraiment avoir une approche d'aide mutuelle, de permettre cette entre guillemets, résilience climatique, mais je pense qu'au-delà de l'enjeu du climat, je pense qu'il faut juste le voir comme un enjeu de droits humains où il y a des droits socio-économiques qui devraient être garantis dans une société prospère où les ressources existent comme le Canada. Donc, bref, je pense que en tout cas, c'est pas toujours pertinent de juste se restreindre à la lecture climatique, mais je pense que ça doit en faire partie, la justice sociale. Donc, j'arrêterai mon intervention là, mais donc, de vraiment, c'est ça, ouvrir les murs des universités. Merci beaucoup, Albert. Rapidement, Lydou, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à tout cela. J'ai pas grand-chose à rajouter à part que j'appuie fortement ce qui a été dit par Samia et Albert. Puis par rapport à ouvrir les universités, ouais, je trouve que c'est vraiment important parce que mine de rien, l'université c'est important, puis c'est des acteurs qui ont énormément de pouvoir aussi, j'ai l'impression. Et que ils auraient beaucoup à gagner à faire ça aussi, puisque ça serait dommage que les étudiants commencent à se sentir comme à part de ces acteurs-là. Et ouais, moi j'appuie Albert, c'est ça. Et ce que j'ai dit avant, évidemment. Merci beaucoup à vous trois. Donc, avant qu'on y aille avec notre dernière question déjà, je vais quand même vous laisser une dernière chance à nos trois panélistes de peut-être rebondir sur une de ces interventions-là si jamais vous le souhaitez. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter pour ces trois questions. Je vais juste revenir sur l'important, le frame, excusez-moi anglais, les 17 ODD de l'ONU. Je pense qu'on devrait tous se familiariser avec cette façon de penser-là, que c'est extrêmement inclusif parce qu'on n'arrivera pas à du développement durable si on ne fait pas une lutte à la pauvreté, puis si on ne fait pas de l'éducation. Puis donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui s'appliquent plus ou moins, puis il y a des choses qui sont directement universitaires, mais j'aime beaucoup. Il faut vraiment voir ça d'une façon globale parce que sinon, un truc va avoir des effets secondaires ailleurs. Je ne veux pas minimiser l'importance de l'urgence climatique, au contraire, mais cette façon-là de réfléchir qui devient de plus en plus un langage commun de la planète au complet, là, je pense qu'elle est importante et elle est inclusive. Mais voilà. Oui, Lilou, je pense que tu avais quelque chose à dire sur ça. Oui, je voulais juste rebondir sur justement ces objectifs du développement durable. Je pense que justement, ce qui est proposé par beaucoup d'associations étudiantes, dont la SEV, dont celle dans laquelle je m'implique et beaucoup d'étudiants, c'est des visions qui justement englobent beaucoup plus surtout des questions de justice climatique. Et donc tout ça, souvent, ça dépasse les objectifs du développement durable qui restent... je vous invite... en fait, j'invite tout le monde, s'ils sont intéressés par ces questions de dépassement de développement durable, à aller lire les articles du Centre R et notamment de Lucie Sauvé, chercheuse en éducation relative à l'environnement, qui a écrit un article qui s'appelle L'équivoque du développement durable. Et donc, je pense qu'il y a aussi, ça fait partie de ce dialogue-là. Quand je parlais d'être comme aligné dans des projets, ça fait partie de ce dialogue-là autour du développement durable parce que oui, effectivement, dans beaucoup de points, ça peut être important. Mais j'ai l'impression que les revendications des étudiants, elles se veulent dépasser ce développement durable-là, et non pas pour justement avoir une vision moins globalisante, mais justement avoir une vision plus globale et surtout beaucoup moins occidentale de toute cette crise avec les aspects de justice climatique, etc. Et genre, je sais que le développement durable a beaucoup été un mot qui a été employé dans cette conférence, donc je vais juste faire cette petite aparté là-dessus, sur essayer de aussi se renseigner sur toutes les autres alternatives qui existent. Merci pour cet ajout. On va y aller avec toi, François, avant de conclure avec notre dernière question. J'aime beaucoup ce que j'entends. Puis, en fait, nous aussi, d'un point de vue institutionnel, on est en train de se positionner ailleurs que dans le développement durable, qui représente en fait une conception de l'environnement parmi une panoplie de conceptions différentes. Donc, c'est un débat qui est super intéressant, mais moi, je tenais juste à mentionner quand même, je l'ai dit brièvement, là, mais qu'on a un paquet de monde qui vont venir faire des formations techniques au collégial. Je n'ai pas le choix d'en parler. Puis, ils ont des grilles cours chargées à bloc. C'est assez incroyable, leurs horaires. Puis là, je reviens avec le rapport au temps, mais reste que je pense que par l'apprentissage expérientiel, donc, orienter des projets de cours qui vont être crédités dans la communauté, on est capable d'aller joindre les deux bouts, puis que c'est primordial là, de se questionner sur la manière qu'on intègre là, la perspective systémique de l'environnement
dans tous les programmes de formation. C'est vrai qu'il y a des thématiques là, particulières par rapport aux professionnels qu'on forme qui sont différentes ici et là, mais il y a un aspect global, il y a un aspect systémique à tout ça. On en a parlé en masse là, de l'aspect global de tout ça, comment c'est interrelié avec les questions de justice sociale et tout ça. C'est super important que ça soit transversal, je pense, à la formation de toutes les personnes qui graduent de nos institutions. En ce moment, on essaie d'en parler, mais je pense qu'il faut que les gens mobilisent du temps de travail pour aborder cette question-là de manière sérieuse, que ce soit à l'intérieur de mon institution, dans d'autres institutions, au ministère également, parce que nous, on fonctionne avec des devis ministériels et donc, on doit se pencher sur la question des devis ministériels. Quelles sont les compétences clés à atteindre pour des étudiants et des étudiantes? Là, je parle dans mon cas du collégial, peu importe les programmes d'études. Moi, j'avais pas le choix d'en parler, là, c'est mon éditorial sur les formations techniques. Merci beaucoup, François. C'est super intéressant, encore une fois, comme ajout. Donc, on va déjà y aller à notre dernière question. Puis cette question-là s'adresse à tous nos panélistes, donc en guise de mot de la fin. Donc, vraiment, encore une fois, comme en guise de mot de la fin, quelle est la plus importante leçon que vous retenez personnellement en lien avec votre parcours d'éducation postsecondaire ou au niveau de votre carrière et qui vous donne aujourd'hui un plus grand pouvoir d'agir en lien avec l'environnement et l'action climatique? Donc, on peut commencer peut-être avec Pierre Lemay, puisqu'il n'a pas pu discuter juste avant la question. Non, c'est bien correct. Moi, je pense, je vais reprendre ce que j'ai mentionné tout à l'heure sur il faut travailler ensemble. Donc, je pense que ça, c'est une des leçons. Puis, il faut vraiment le faire en fonction de où on peut agir chacune. Puis, en termes de leçons personnelles et professionnelles, je vais reprendre un peu, Pierre Cossette l'a mentionné aussi, mais l'impact lorsque les étudiants parlent, interpellent leur direction universitaire, elle est très grande. Donc, moi, je pense que c'est une des forces sur lesquelles n'hésitez pas à le faire. Tu sais. Donc ça, c'est probablement ça qui a le plus grand impact. Tu sais. Je pense qu'il faut le faire de manière constructive. Tu sais. Quand on a l'appel au dialogue comme ça, c'est très rare que les directions universitaires ils vont répondre présentes. Tu sais. Puis, tu sais, fondamentalement, pas d'étudiants, probablement pas d'université ou pas de collège non plus. Fait qu'il ne faut pas l'oublier. Là. Donc, ne sous-estimez pas cette capacité-là, cet impact-là que vous pouvez avoir. Merci beaucoup, Pierre. On va continuer avec l'ordre que je vous vois sur mon application Zoom. Donc, on peut continuer avec Albert. Mais je crois que c'est de toujours s'ancrer dans la communauté. Moi, personnellement, j'ai pas nécessairement toujours envie. Je veux dire, des fois, mon militantisme m'amène à travailler comme un malade, puis où ça me tente pas toujours, même sans travailler nécessairement beaucoup, d'aller à des réunions. Je pense que c'est beaucoup de travail, mais c'est de vraiment s'ancrer dans la communauté, de vraiment aussi ériger l'amitié comme système économique, social. De voir toutes les belles choses autour de nous. Dire, moi, c'est ma communauté, c'est aussi les gens avec qui j'ai du fun. Des fois, je vais à des réunions pour la pause café. C'est sûr que la pandémie a été difficile à ce niveau-là, ou pour la bière qui s'ensuit, ou etc. Mais pour voir des gens que j'aime, puis je crois que c'est de vraiment se rattacher à ces sentiments-là qui donnent du sens, de se rattacher aux communautés aussi qui vivent les changements climatiques au jour le jour. On parle tout le temps au futur, mais je pense que ça, il y a aussi une part importante de privilège là-dedans, de vraiment se rattacher aux raisons profondes de ce qui me garde là, puis de célébrer la diversité puis la beauté des personnes avec qui je fais ce travail-là. Puis j'ai toujours constaté aussi qu'il y a toujours l'option de ne pas suivre la voie indiquée, puis qu'il y a énormément de pouvoir dans le fait de justement déranger, perturber d'une manière constructive, évidemment, mais je pense aussi, des fois, on est dans un système où il y a énormément de violence, puis il y a la colère qui émerge de toutes sortes de façons. Puis je pense qu'en tout cas, il y a toutes sortes de façons de faire la pression, puis de créer des changements sociaux, puis de juste voir ce potentiel-là, puis la richesse qu'on a chacune à l'intérieur de nous. Merci beaucoup. On va continuer avec M. Cossette. Oui, ben, c'est une discussion fort riche. Je pense que la collaboration est essentielle parce que c'est l'affaire de tout le monde. J'ai beaucoup entendu, c'est l'affaire des jeunes. Moi, je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Puis moi, j'ai 3 enfants qui ont votre âge, là. Puis
c'est vraiment l'affaire de tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que moi, j'ai appris comme recteur, là, c'est qu'il y a beaucoup de solutions qui existent déjà. Les technologies existent déjà. La recherche est extrêmement avancée, mais est insuffisamment financée. Pas dans le volet recherche, c'est les applications, c'est la mise à l'échelle. Il y a un énorme défi de mise à l'échelle des applications, mais il y en a une tonne d'applications. Je pourrais vous parler de trucs qui se passent sur le campus ici en captation de carbone, puis en biofuel et autres, puis pas avec du maïs qu'on enlève de la nourriture, là, avec des déchets. Là. Donc, il existe énormément de solutions. Je finirai là-dessus, puis j'ai été invité par Annie Chaloux, qui est une professeure de l'École de politique appliquée. Là. Moi, l'action politique, j'aimerais mieux qu'elle soit concertée, mais elle est essentielle parce que si l'action individuelle, elle est essentielle, elle était grossièrement insuffisante. Là. Si la politique ne change pas avec les règles, puis quand la politique, je ne parle pas de la politique partisane, si les politiques, les règlements puis les politiques fiscales ne changent pas, on n'y arrivera pas. Là. Donc, ça prend absolument un changement drastique à ce niveau-là. La taxe sur le carbone, c'est le plus important de tous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est pour ça que ça prend de la science puis de la recherche appliquée, mais plus de concertation possible parce que sinon, ça ne marchera pas. Là. Mais parce qu'il y a plus de moyens qu'on pense qui existent déjà, mais les leviers fiscaux ne sont pas aux bons endroits, les leviers politiques non plus. Donc, bon, là, moi, c'est mon travail de recteur parce que, voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. On va continuer avec Lilou, François et ensuite Samia aura le mot de la fin. Alors, moi, j'aimerais encore une fois appuyer Albert sur le fait que l'engagement, déjà, ça fait du bien, puis ça tisse des liens. Et je pense que ces liens-là sont vraiment importants. Alors, l'une des choses que je retiens le plus de mon engagement, c'est clairement les personnes que j'ai rencontrées qui sont devenues des amis incroyables. Donc, je pense que c'est ça, il faut se souvenir que s'engager, ça fait du bien, ça donne du pouvoir d'agir. Et puis, plus on est ensemble, on se sent fort. Et puis, voilà. Donc, c'est quand même un bon moment en règle générale, même si c'est beaucoup de travail, c'est sûr, c'est beaucoup de charge mentale. Et j'aimerais en profiter pour prendre un temps pour juste vous dire que, en guise de mot de la fin, j'aurais peut-être un exemple concret d'engagement que tout le monde peut faire, qui est par rapport à la délégation Génération Future. Donc, on essaye de rassembler des doléances et des recommandations. Donc, je vous invite à aller déposer votre recommandation, votre doléance par rapport à la lutte environnementale, par rapport à la transition, par rapport à tout ce que vous voulez en rapport avec l'environnement, en fait. Le lien est sur le site des dialogues pour le climat, sur la page des délégations Génération Future. Et aussi, je vous invite à venir assister à la tribune des Générations Futures le 11 novembre, la programmation des dialogues du climat, où cette fameuse délégation va exposer vos recommandations, vos doléances, tout ce qu'on aura en fait ramassé jusqu'ici, devant des décideuses et des décideurs canadiens. Donc, ça peut être le moment justement de sentir qu'ensemble, on peut avoir un impact. Donc, voilà. Donc, c'est mon tour. Moi, je vais conclure avec des aspects très subjectifs. Là. Moi aussi, tout ce qui concerne l'engagement, il faut que ça soit plaisant, il faut que ça soit le fun. Puis, petite anecdote d'une sortie à vélo à Oka avec des étudiants et des étudiantes qui ne se connaissaient pas. On est maintenant là, à voir quelles questions on va poser en conseil d'arrondissement là, pour demander des aménagements plus conviviaux, plus sécuritaires pour les transports actifs autour du collège. Donc, je trouve que c'est un bel engagement d'une belle progression qui a été faite par une gang là, qui ne se connaissait pas. Puis, autour d'un prétexte bien plaisant, on est rendu dans un engagement politique concret. Donc, je termine avec ça. Merci beaucoup. On va y aller avec Samia pour le mot de la fin. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment par Lilou puis Albert, puis tout le monde, là, que c'est important la collaboration, puis c'est important de se nourrir de nos amitiés puis des relations qu'on construit dans ces engagements-là. Mais je pense aussi que, puis si on parle d'éco-anxiété aussi, que c'est important à la fin de la journée de ne pas avoir l'impression de tout avoir sur ses épaules. On parlait de burn-out. Moi, j'ai été chanceuse de ne pas expérimenter ça nécessairement dans un cadre académique, mais on n'est jamais très loin d'un burn-out dans différents autres contextes. Donc, je pense que c'est très important de faire attention à sa santé mentale et à sa santé physique parce qu'au final, si on n'a pas la santé, on ne pourra pas lutter. Donc, je pense que c'est important aussi de maintenir un équilibre parce que au final, puis ça, c'est très, très cliché ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'on a juste une vie à vivre et c'est le fun de pouvoir en faire profiter les autres.
et c'est le fun aussi de pouvoir en profiter. Donc, je pense que ça serait mon mot de la fin. Puis, je voudrais aussi remercier Daphné, Gaïa, Ella et toutes les personnes qui nous ont invités aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec tout le monde. Et merci à tous les participants et participantes qui nous ont écoutés parler dans les dernières heures. Merci. Merci beaucoup à tout le monde, à tous nos panélistes et à nos participants. Je pense que, je parle pour moi, mais je pense que ça a vraiment été une discussion vraiment enrichissante puis des échanges super intéressants. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir tous participé. Puis, je pense que si jamais c'est l'heure des questions, donc je sais qu'on est on a dépassé un petit peu le 4 heures, mais si jamais il y a des questions, sentez-vous confortable de les mettre dans le chat ou d'ouvrir votre micro et les poser à nos panélistes. Donc, je pense que c'est l'heure des questions si jamais il y en a. Je vois des remerciements dans le chat, mais pas de questions pour le moment. Merci. Ben, je vais en profiter pour vous remercier tous et toutes pour ces dialogues très enrichissants. J'étais ravie d'assister à vos échanges. J'espère que les dialogues vont continuer et qu'on va se retrouver pour d'autres moments comme ça, ou qui nous permettent finalement de construire et de trouver ces fameuses voies de passage pour rehausser l'ambition, puis pour continuer d'avancer ensemble. Donc, merci aussi à toutes les personnes qui sont restées avec nous jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter également une bonne fin de week-end et puis je vous dis à très bientôt.